Bonjour chers accros, bienvenue sur DevAccro Academy, le hub pour tout ce qui concerne le développement en .NET. Dans cette série d'Ask Academy, nous plongeons dans vos interrogations les plus pressantes sur le développement logiciel. Chaque épisode, d'une durée de 10 à 15 minutes, se focalise sur une question pour délivrer des réponses précises et des astuces pertinentes. Si vous appréciez, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir nos prochains contenus. Et maintenant, voici celui que vous attendez. Diplômé des écoles américaines, 23 années d'expérience en développement .NET, passionné du code, Baba Kuruma. Bienvenue chers accros. Aujourd'hui, nous allons voir les compétences nécessaires pour toi en tant que développeur C#, soit expérimenté ou débutant. En tout cas, de savoir quelles sont les compétences requises pour devenir un bon développeur en C#. Et au niveau de la légende, nous avons les couleurs sur ces différentes compétences-là. On a la connaissance approfondie, la connaissance pratique et la connaissance élémentaire. Qui ont suivi ma précédente vidéo, on a parlé des 3 niveaux de connaissances. Les 3 niveaux de connaissances, c'est quoi? C'est la connaissance élémentaire, la compétence. Je veux simplement savoir que ça existe. Je veux savoir de quoi il s'agit. Je vais peut-être apprécier combien de temps ça va me prendre de connaître la compétence. Je vais peut-être suivre des tutoriels, peut-être m'essayer à faire des hello, à peut-être faire pratiquer un peu. Alors donc ça, c'est la connaissance élémentaire. Après, on a la connaissance appliquée. Et là, on s'y met un peu à fond. On développe des applications dedans. On pratique la compétence. On a une idée de bout en bout, on comprend de quoi il s'agit. Et on peut même commencer à faire sa propre compréhension de cette compétence-là. Le 3e niveau de compétence, c'est la connaissance approfondie ou la maîtrise. Là, vous avez une maîtrise totale de la compétence, de la connaissance, et vous pouvez non seulement l'appliquer, mais même enseigner. Donc, il faut voir que ces 3 niveaux de connaissances-là, c'est important de l'appliquer à toutes les compétences que vous devez avoir pour avoir une expertise. En tant que développeur C#, comme je l'ai dit, j'ai fait un listing de l'ensemble des compétences que je pense. Il y en a d'autres que j'ai omis sans doute. Il y en a d'autres aussi que d'autres pourront me dire non, c'est pas intéressant, mais c'est pas important. Mais c'est vraiment des opinions personnelles. Pour moi, tout ce qui est envers, tu dois les avoir en tant que connaissance approfondie, tu dois en avoir la maîtrise. Tout ce qui est en orange sont des connaissances que tu peux peut-être avoir pratiqué, mais pas forcément avoir une maîtrise totale. Et la connaissance élémentaire où il faut simplement savoir que ça existe, peut-être regarder un peu, etc. Alors donc, ici, on va commencer par la connaissance générale. Alors, il faut dire que la connaissance générale, il s'agit pour toi de savoir, en tant qu'informaticien, tu dois avoir des compétences sur tout ce qui est informatique, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau des bases de données, que ce soit au niveau de la technologie web, tu dois avoir quand même une certaine connaissance générale en informatique. Après, il y a la compétence en C#. Alors, donc, dans la compétence en C#, il s'agit d'apprendre le langage lui-même, le langage C#. Ici, j'ai mis connaissance profonde pour dire que tu dois connaître le langage. Mais je ne veux pas dire qu'il faut connaître tout dans le langage. Il faut avoir une maîtrise du langage, mais il ne faut pas te dire que tu dois avoir tout dans le langage pour pouvoir commencer à développer. Je prends le cas d'une langue. Lorsque vous apprenez le français, vous ne dites pas que je veux apprendre tout en grammaire et tout le vocabulaire avant de commencer à parler ou bien avant de commencer à écrire. Donc, vous avez un minimum, vous commencez avec
et vous grandissez avec les compétences, avec le temps. Et donc là, pour apprendre, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour apprendre? Alors, il y a des sites internet qui vous permettent d'apprendre le langage. Je vais venir là. Donc ici, j'ai ce site-là qu'on appelle w3schools.com. Alors, c'est un site qui non seulement te permet d'apprendre, là, ça c'est chez C++, hein, c'est pas C++, C#, donc c'est plutôt C#. Alors, donc, vous avez la possibilité d'apprendre, alors en termes de connaissances, vous devez connaître la syntaxe, les commentaires, les variables, les types de données, les inputs, les loops, break, etc. Vous devez comprendre un peu ce que c'est que les méthodes, les paramètres, les méthodes avec les paramètres, les surcharges. Alors, le site, il est en France, il est en anglais, mais je pense que vous pouvez trouver des sites un peu similaires en français, mais je pense qu'il est bien pour vous de... C'est un site qui est assez intéressant. Les concepts ne sont pas aussi trop compliqués à comprendre. Donc ici, vous avez les classes, hein, la programmation orientée objet et tout ça. Donc c'est vraiment assez intéressant, ce site-là. Là, donc ici, vous pouvez apprendre Bootstrap, vous pouvez apprendre JavaScript, CSS et bien évidemment HTML qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est un vrai outil d'apprentissage qui va vous permettre de comprendre ce langage-là, C#. Après, vous devez connaître le .NET Framework. Alors, le .NET Framework, c'est quoi? Le .NET Framework, c'est un ensemble de classes. Hein? C'est un ensemble de classes qui vont vous permettre de développer plus rapidement. Alors, je vous montre un peu. Pour le .NET Framework, il est important, pas forcément de connaître en profondeur l'évolution, mais d'avoir une idée quand même de l'évolution du .NET Framework qui a commencé en 2002 jusqu'en 2012. Donc, un framework 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il n'y a pas de framework 5, de framework 4. Et au moment où on arrive à 2014-2015, les technologies web ont commencé à prendre un peu le dessus. Et on a compris que le .NET Framework, il y avait tellement de classes à l'intérieur du .NET Framework qui n'étaient pas du tout utilisées ou bien qui étaient supportées ici parce qu'on avait des applications en legacy applications, c'est-à-dire des applications, des très vieilles applications, mais on devait forcément les supporter. Au fur et à mesure qu'on allait, on ajoutait d'autres classes, de nouvelles classes, et ça commençait à devenir un peu trop confus, trop lourd à gérer. Et donc, Microsoft, en 2016, a commencé avec le .NET Core. Il faut dire que avec le .NET Framework, l'application ne pouvait être installée que sur des applications, des systèmes d'opération Windows Server, etc. Alors, avec .NET Core, c'est cross-platform, c'est-à-dire que les applications .NET pouvaient maintenant être utilisées sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Windows, Linux, Mac, etc. Et donc, mais Microsoft a gardé le .NET Framework et le .NET 16 de façon concomitante jusqu'en 2019. Mais après, ça a commencé à devenir un peu compliqué à gérer et on a commencé en 2020 ce qu'on appelle le Microsoft .NET Core qui reprend non seulement les informations au niveau du .NET Core, mais qui synthétise à travers ce qu'on appelle le .NET Standard. On est directement sur le .NET 5. Donc du coup, une standardisation de ces deux-là en .NET. Donc le .NET Framework n'est plus supporté et c'est plutôt le .NET Core qui est utilisé depuis 2020. Alors ici, ce schéma vous montre un peu l'architecture du .NET. Donc ici, vous avez les outils, les langages. Il y a plusieurs langages en .NET.
et il y a le runtime component. Ici, voilà, donc c'est le .NET standard là qui vous permet, qui a permis d'avoir une standardisation des classes de sorte à ce que on puisse non seulement utiliser le .NET Framework, mais aussi le .NET Core. Vous avez aussi Xamarin. Xamarin, c'est l'environnement qui vous permet de développer des applications mobiles. Alors donc, il est quand même intéressant, important peut-être de regarder des vidéos, comprendre un peu ce que c'est que les différentes versions du .NET, etc. Et voir aussi où ça s'en va. Par exemple, il y a moins de 3 semaines, on a le .NET 8 qui est apparu. Et le .NET 8 qui est apparu, on a vu que au niveau de toutes ces technologies que je vous ai montrées là, tout ça n'était pas tellement pris en compte, mais c'est beaucoup plus une technologie qu'on appelle Blazor. Blazor qui a commencé à prendre le dessus en .NET 7. Et Blazor, c'est la réponse de Microsoft à tout ce qui est comme développement front-end qu'on va voir après. Ensuite, il y a le .NET CLI qu'il faut voir, mais de façon pratique. Parce que vous pouvez ne pas avoir besoin du CLI. Le CLI va vous permettre de créer, de faire des commandes directement sur le .NET lui-même, le CLI, le Command Language Runtime. Je vais vous montrer un exemple. Alors, donc, ici, j'ai, par exemple, c'est ici un dossier. Je vais créer un autre dossier ici, je vais appeler MVC App. Et là, normalement, si vous devez créer, par exemple, une application ASP.NET Core, vous allez ouvrir Visual Studio et puis vous allez créer à partir d'un template. Pour certains, c'est un peu compliqué. Ils vont simplement ouvrir, PowerShell et ici, simplement mettre .NET New yes. Donc ici, en faisant ça, automatiquement, il va créer votre application. C'est vraiment clean, etc. Et puis bon, vous voyez ici, il a créé une autre application qu'on peut démarrer soit avec Visual Studio Code. Et ça aussi, on peut le faire aussi avec Visual Studio Code. Donc, le CLI, surtout pour ceux qui vont développer avec Mac et des autres plateformes, le CLI est un outil qui est assez intéressant. Mais si vous utilisez Visual Studio, vous n'allez peut-être pas en avoir besoin beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis en connaissance pratique. Alors, donc ici, il y a aussi le développement web que vous devez maîtriser. J'ai mis ici en connaissance approfondie HTML parce que HTML c'est la base, c'est ce sur quoi tout ce qu'on a en web est basé. Après ici, il y a JavaScript, il faut comprendre le JavaScript. Il faut s'initier à JavaScript, connaître les syntaxes, savoir faire tout ce qui est élémentaire au niveau de JavaScript. On appelle ça Vanilla JavaScript Vanilla. Donc tout ce qui est JavaScript de base, sans les jQuery, sans les Ajax, etc. La base même, il faut comprendre. Et une fois que vous comprenez la base, si vous voulez utiliser Angular, Vue, React, c'est des bonnes choses. Ce sont des frameworks qui sont basés sur JavaScript. Alors, parmi Angular, Vue, React, Angular est assez intéressant à comprendre parce que à utiliser, mais c'est pas facile la courbe d'apprentissage parce que il faut comprendre la notion des composants et tout ça. Entre React et Vue, moi j'ai compris que Vue était un peu plus facile à utiliser que les deux autres. Mais bon, c'est à vous de voir.
Le marché demande beaucoup plus Angular. Mais c'est à vous de voir dans votre entreprise ou bien selon votre compétence ce qui est intéressant pour vous. Mais il ne faut pas commencer à apprendre ça. Ça, c'est ça, en fait, c'est le conseil que je vais vous donner. Il ne faut pas commencer à apprendre Angular, Vue, React tant que vous n'avez pas la maîtrise de tout ce qui est en jaune ou en rouge. Sauf si vous avez une offre d'emploi ou bien vous êtes dans une entreprise où on utilise ça. Après aussi, il faut comprendre le CSS, savoir comment utiliser CSS. Et ici, j'aurais dû mettre Bootstrap aussi. Donc, il faut avoir aussi, connaître aussi Bootstrap. Bootstrap, je mettrai Bootstrap en connaissance pratique parce que Bootstrap est pas mal quand même utilisé dans la plupart des templates de Microsoft. Alors donc, ici, mettez Bootstrap. Après, il y a NoSQL Database. Alors, NoSQL Database sont des bases de données qui sont pas forcément des bases de données relationnelles comme on l'a. Ce sont des bases de données qui sont généralement sur le cloud. Donc, il y a MongoDB qui est assez intéressant, qui commence à monter en puissance. Donc, si vous devez apprendre un NoSQL Database, alors utilisez MongoDB. Il y a aussi la connaissance des navigateurs. Alors, les navigateurs sont la cible de la plupart des applications web que vous allez développer, avec de toutes les applications web que vous allez développer. Et donc, comprendre le fonctionnement des navigateurs, c'est assez intéressant. Il faut savoir comment inspecter vos codes dans le navigateur, et se familiariser avec les consoles, le debug, tout ce qui est comme les outils des développeurs. C'est important pour vous de comprendre ça et savoir quel est le navigateur qui est le plus important pour vous en tant que développeur lorsque vous êtes en train de débugger votre application. Moi, je choisirais Chrome ou Firefox. En tout cas, ce sont les deux qui présentent des outils, des développeurs assez intéressants. Après, il y a les version control. Alors, version control, c'est la possibilité pour vous de changer votre code. Vous êtes en train de travailler avec un collaborateur, un collègue, il est de l'autre côté du bureau ou bien peut-être il est de l'autre côté du monde. Vous finissez de développer. Quand vous finissez de développer, vous devez partager votre code avec lui. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va faire soit un fichier zip de l'application et envoyer à votre collaborateur ou bien à votre collègue. Et vous voyez que ça prend du temps, etc. Donc, avec Git, vous permet de changer directement votre application à travers ce qu'on appelle soit GitHub ou GitLab. Alors, GitHub, c'est le plus recommandé, c'est le plus utilisé. Alors, Git lui-même, c'est le langage. Et GitHub, c'est les environnements d'exécution, enfin, où on peut stocker votre code. GitLab, c'est beaucoup plus pour les entreprises. C'est pour ça que j'ai mis ça en blanc. Après, j'ai mis la recherche des solutions. La recherche de solutions, pour moi, j'ai mis ça en connaissance approfondie. Parce que lorsque vous êtes face à une situation où vous n'arrivez pas à trouver une solution pour un bug et autres, vous devez chercher des informations. Bien évidemment, Google, c'est la source que tout le monde utilise. Vous allez mettre votre code dans Google et généralement, il va vous faire des retours assez intéressants sur des gens qui ont eu les mêmes problèmes. J'ai mis aussi ChatGPT en tant que connaissance approfondie parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, pour un développeur, il est incontournable parce qu'il permet de non seulement vous donner des solutions à vos problèmes, mais il peut même vous proposer
des meilleures architectures lorsque vous êtes en train de développer. Vous pouvez lui poser des questions et il va vous donner le code qu'il faut. De façon générale, à 90% du temps, il est bon. Mais il faut faire très attention lorsque vous utilisez ChatGPT parce que souvent, il va vous donner des solutions qui peuvent être plus ou moins problématiques. Il y a Stack Overflow et Bing Search aussi qui sont pas mal. Bing Search aussi, il vient d'avoir de l'intelligence artificielle dans la recherche, ce qui n'est pas aussi, ce qui est aussi assez intéressant. Après, ici, il y a les algos, les structures de données. Il faut comprendre les architectures des données, les collections, les arrays, comment on les utilise. Il faut aussi comprendre, et ça, c'est des choses qui sont un peu multidimensionnelles, qui ne sont pas forcément liées à C#, mais qui sont plus ou moins utilisées partout. Donc, les algos, par exemple, au niveau soit de Merise, au niveau des UML, comprendre plus ou moins. Mais, je dis bien, mais faites très attention, ne pas penser que vous allez utiliser en réalité Merise pour développer toutes vos applications. Ça peut être overkill. Vous avez une application de 4, 5, 5, 6 tables, vous dites, bon, je vais faire Merise. C'est pas évident. Moi, j'ai fait UML, mais je vous assure que UML, je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois pendant toute ma carrière. Et là, même pas pour tous les projets, mais peut-être une petite partie de projet pour pouvoir comprendre plus ou moins des architectures que je n'arrivais pas à dissimuler. Donc, et moi, je n'en connais pas. Je ne connais pas quelqu'un qui utilise Merise pour développer toutes leurs applications. Il y en a peut-être, mais bon, moi, je n'en connais pas. Mais il est important de connaître surtout les structures des données et les algos. Les algos vont permettre de développer la compétence logique pour pouvoir résoudre des problèmes. Après, il y a ASP.NET Core basique que vous devez savoir. Vous devez connaître ASP.NET, les bases de ASP.NET Core. Vous devez comprendre ce que c'est que les API. Alors, les API, j'ai mis en compétence profonde parce que plus ou moins, vous allez commencer à utiliser les API. Je pense que dans très peu de temps, la plupart de vos applications que vous allez développer vont être en API. Alors, pourquoi les API? Alors, je vais vous montrer déjà c'est quoi un API. Donc, un API est un peu comme un serveur. Donc, dans un restaurant, les clients font une commande. Le serveur, ce n'est pas lui qui fait la commande, mais il va donner cette requête-là au chef. Le chef, il va préparer, et puis il va donner au serveur, et le serveur va donner au client. C'est exactement la même chose avec un API. Donc, alors, quelle est l'importance d'avoir un API, de développer des API? Ok, aujourd'hui, vous avez développé une application web pour gérer les ressources humaines. Donc, votre application est là, elle gère les ressources humaines. Alors, après, on vous dit, ah, mais cette application est tellement intéressante, on veut que tu aies une version mobile. Alors, donc, tout le code que vous avez fait ici, vous êtes obligé de faire ce code-là. Peut-être que vous n'allez pas recréer la base de données, mais le code pour pouvoir accéder à la base de données, aux informations, tout ça, toute la logique là, vous devez les reprendre. Alors que si vous avez développé votre application, vous avez mis un API là-dessus, vous avez développé votre application en API, vous consommez vos API via votre application web. Le jour où vous voulez mettre une application mobile, l'application mobile va consommer aussi les mêmes API là. Et donc, du coup, vous n'êtes concerné que par le développement de l'application mobile, mais pas les données et la manière de recevoir les données. Donc, c'est important de comprendre les API. Alors, donc, au niveau des API, il y a
même encore plus facilement. Microsoft en 2022, en 2021-2022, est venu avec le concept de Minimal API. Déjà, créer des API en .NET Core était assez facile, mais avec le minimum API, en une seule page, vous avez construit vos API. Donc, assez très facilement. Après, il y a au niveau de MVC, vous avez le routing. C'est-à-dire que le routing, c'est un peu comment rediriger les utilisateurs sur les différentes pages. Et ça, c'est très important lorsque vous avez une application qui est assez vaste, assez étendue, de comprendre comment faire des redirections, comment d'une page aller à une autre page. Le routing vous permet de faire ça. Bon, après, il y a ce qu'on appelle le middleware. Le middleware, c'est des choses que vous pouvez intégrer à votre application pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc ça, il faut comprendre comment intégrer ces middleware-là au niveau de votre application. Aussi, il y a la configuration. La configuration, c'est en fait les fichiers de configuration, le AppSetting JSON. Alors ça, c'est très important de comprendre comment le AppSetting JSON fonctionne, parce que c'est dans ça que vous allez faire la plupart de vos configurations. Et aussi dans la configuration, aussi, il y a le programme.cs aussi qu'il faut comprendre comment il marche. Ensuite, il y a les authentifications et les autorisations que vous devez comprendre avec Identity Server. Et il y a les dépendances d'injection. Dépendances d'injection vous permet de partager votre code dans les fichiers de configuration une seule fois, de les déclarer une seule fois dans les fichiers de configuration. Et lorsque vous êtes dans votre application, vous pouvez utiliser ces services-là de façon automatique. Alors après, il y a le développement mobile. Alors, je n'ai pas mis le développement mobile en connaissance approfondie parce que ce n'est pas à tout moment qu'on vous demande de faire une application mobile, mais j'ai mis en connaissance pratique parce qu'il faut au moins que vous fassiez une application mobile, soit en .NET MAUI, je recommande .NET MAUI d'ailleurs. D'ailleurs même, il y avait d'autres types d'applications, je les ai enlevées, j'ai mis .NET MAUI. Parce que .NET MAUI, c'est le futur du développement mobile avec Microsoft .NET. Il y a aussi Uno aussi qui est assez intéressant. C'est un framework qui a été développé par une entreprise tierce et qui est assez intéressant pour faire le développement mobile avec Xamarin. Ici, au niveau des API dont je parlais, il y a le mode des API parce que avec .NET, vous avez la possibilité d'utiliser des API REST ou bien même GraphQL. Alors, REST, c'est ce qui est standard et le GraphQL, c'est une manière de développer des API qui a été développée par Facebook et qui est très très utilisée par les plus grandes entreprises utilisent GraphQL. Donc, il est important pour vous de faire des recherches là-dessus et peut-être même, pourquoi pas, d'utiliser. Si vous devez utiliser, il y a une librairie qu'on appelle HashiCorp qui est très facile à utiliser. Donc, j'avais parlé ici des dépendances d'injection. Alors, ça, il faut comprendre très bien comment ça fonctionne parce que ça va vous sauver beaucoup de temps. Si vous savez comment faire les dépendances d'injection, dependency injection, ça va vous sauver beaucoup de temps. Après, il y a les communications en temps réel. Souvent, vous voyez, vous avez une application et en haut, vous avez des notifications en rouge, vous avez reçu 2 messages, 3 messages, 4 messages, etc. Sans même que vous ayez à rafraîchir votre application. Alors ça, c'est le travail de SignalR. SignalR est basé sur WebSockets pour pouvoir faire des communications entre les clients. Moi, je suis connecté à mon application, l'autre est connecté à ton application, je lui envoie un message et de façon automatique, le message apparaît sur un badge en haut de son navigateur. Et c'est en temps réel qu'on le fait. Les chats et tout ça, j'utilise SignalR pour la plupart du temps. Là, même les jeux, il y a des jeux la plupart des jeux utilisent SignalR pour pouvoir développer, etc.
Donc, après, lorsque vous faites des API, pour les documentations des API, par défaut, hein, c'est Swagger qui est utilisé par Microsoft. Donc, si vous finissez de développer, de créer une application API, je pense que d'ailleurs, très bientôt, je vais vous faire une démo, enfin, un tutoriel sur les web API. Dès que vous faites ça de façon automatique, Swagger est installé et vous pouvez documenter votre application, votre API avec Swagger. Parce que je vous ai parlé du serveur, du cas du serveur qui avait besoin, ici, ces clients-là ont besoin d'une information, mais ces clients-là, comment est-ce qu'ils savent quelles sont les informations qui sont disponibles? Comment est-ce que le client sait quels sont les menus qui sont disponibles ici et quel est le prix des menus, comment les utiliser, etc. Donc, c'est la documentation là qui va permettre au client, c'est-à-dire son menu là, qui va lui permettre de savoir, voici les menus qui sont disponibles. Et c'est la même chose avec les API. Donc, il faut comprendre comment les documentations fonctionnent pour pouvoir communiquer ça. Et ça, c'est fait de façon automatique. Mais il faut que vous compreniez comment est-ce que c'est fait pour que vous puissiez exposer vos API avec les clients qui vont les consommer. Après, souvent, vous avez des besoins en termes d'exécuter des tâches en background. Soit vous avez développé une application qui va aller dans la base de données, regarder s'il y a par exemple des tâches qui sont en retard, et puis vous allez envoyer des emails aux personnes dont les tâches sont en retard pour les rappeler que leurs tâches sont en retard. Alors, vous allez utiliser le task scheduling. Alors, ici, vous pouvez utiliser le background service de Microsoft, mais je ne vous conseille pas du tout parce que le background service, je pense que l'année passée, ils ont quand même commencé à améliorer, mais il y avait beaucoup de problèmes avec le System.Timer et donc la plupart des gens utilisent Hangfire. Hangfire, c'est une librairie qui est assez intéressante qui vous permet de programmer vos tâches en background et avec un tableau de bord pour voir quelles sont les tâches qui ont été exécutées, quelles sont les tâches qui sont en retard, quelles sont les tâches qui n'ont pas été exécutées, etc. Donc, si j'ai mis ça en connaissance pratique, parce que pour moi, il faut essayer de faire un exemple pour voir comment ça fonctionne et de quoi il s'agit, pour que le jour où vous avez besoin de ça, vous pouvez les utiliser. Alors, on vient de ce côté-là, on est au niveau de monitoring et le télémétrie. Alors, vous avez développé votre application, elle fonctionne, mais comment est-ce que vous faites le monitoring de votre application? Ou bien, comment est-ce que vous voyez l'utilisation de vos serveurs? Est-ce que, par exemple, vous avez utilisé votre application sur plusieurs serveurs? Et comment est-ce que ces serveurs sont utilisés par votre application? Vous allez utiliser Grafana et Prometheus. Ce sont des outils qui sont assez puissants qui vous permettent en temps réel, savoir, par exemple, combien d'utilisateurs sont dans votre application, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les données qui sont utilisées, est-ce que votre base de données est en bon état, voilà. Donc, Prometheus et Grafana, c'est un peu plus le monde du serveur et Prometheus est un peu... Pardon. Prometheus c'est le serveur et Grafana c'est lui qui permet d'afficher de façon générale. Bon, donc il y a OpenTelemetry qui n'est pas mal aussi pour ceux qui sont intéressés parce que c'est un peu plus compliqué à utiliser. Grafana et Prometheus sont plus faciles à utiliser et les deux même vont de pair. Lorsque vous installez Grafana, vous avez la possibilité d'installer Prometheus de façon automatique. Pas automatique, mais bon. Donc après, il faut comprendre aussi le cloud. Le cloud parce que de plus en plus de personnes proposent de mettre leur application dans le cloud.
soit avec Azure ou bien avec Amazon. Donc, en termes de connaissances pratiques, je vous propose de développer une application web et aller sur le cloud de Azure. Et lorsque vous allez sur le cloud de Azure, vous allez pouvoir créer un compte de façon gratuite, hein. Donc, et puis ensuite, vous allez pouvoir charger votre application sur Azure. Azure va vous donner même un nom de domaine. Par exemple, mon application pour azurewebservices.com et vous allez pouvoir héberger. Et là, c'est intéressant comme ça. Une fois que vous faites ça, le jour où votre client vous demande soit de mettre son application dans le cloud, vous avez cette compétence, ou bien même vous-même, vous pouvez, lorsque vous finissez de développer une application, vous pouvez mettre l'application dans le cloud de Azure de façon gratuite et permettre à votre client d'accéder à l'application en ligne. Après, il y a un certain nombre de librairies. Alors ici, j'ai fait une vidéo sur les librairies qui sont assez intéressantes pour un développeur en .NET. Alors, les librairies sont des bibliothèques qui ont été développées par des entreprises tiers et qui mettent ça à la disposition des développeurs à travers ce qu'on appelle le Nugget. Alors donc, au niveau de notre librairie, il y a Fluent Validation qui est assez intéressant, qui va vous permettre de faire tout ce qui est validation des entrées des utilisateurs. Alors ici, on a Solid. Solid, c'est des architectures qui vous permettent de développer, d'avoir en tête les meilleures pratiques lorsque vous êtes en train de développer. Donc, l'un des principes, c'est Single Responsibility Principle. Donc ça, c'est de s'assurer que votre classe ou bien votre méthode a une seule responsabilité. Il y a DRY, c'est Don't Repeat Yourself. C'est-à-dire il ne faudrait pas que vous refassiez, que les mêmes instructions là, vous ne devez pas les avoir deux fois tout au long de votre application. Si vous avez le même code, si vous semblez avoir le même code 2, 3, 4 fois à travers vos classes, alors essayez de factoriser pour que ça puisse être modifié dans un seul endroit. Il y a Yagni, you ain't gonna need it. Souvent, vous faites des développements au niveau d'un certain nombre de classes, ou bien vous allez créer un peu de la surenchère. Alors que, par exemple, pour une application où il y a 2 ou 3 entités, vous allez créer des interfaces et ça et là, alors que même ces interfaces-là, vous n'allez pas les utiliser. Donc, il ne faut pas concevoir quelque chose pour simplement le fait de concevoir la chose parce qu'on sait le faire. Il faut le faire parce qu'on en a besoin. Donc, ce sont des concepts qui sont assez intéressants à regarder. Après, au niveau des bases de données, il y a SQL Server sur lequel vous devez avoir les fondamentaux de tout ce qui est base de données relationnelles, savoir comment créer des bases de données, comment concevoir les bases de données. Vous devez connaître la syntaxe de SQL. Ici, les procédures stockées, j'ai mis en connaissance pratique, mais rares maintenant sont les développements qui requièrent les procédures stockées, surtout lorsque vous allez utiliser Entity Framework. Alors, au niveau des bases de données, pour moi, il est primordial que vous connaissiez en profondeur SQL Server, mais il est important pour vous de connaître Postgre, qui est une base de données gratuite, et aussi MariaDB aussi, qui est aussi gratuite pour ceux qui font beaucoup plus de PHP et autres. Alors, au niveau des ORM, les ORM vont vous permettre de travailler, de mapper vos applications avec votre base de données, permet de créer des bases de données de façon automatique et de synchroniser vos bases de données. Alors, on a Entity Framework Core qui
l'ORM qui est utilisé par 80% des, des développeurs en C Sharp. Donc là, il faut connaître les basiques, il faut savoir comment on fait les migrations, etc. Au niveau d'Entity Framework, il y a pas mal de concepts. Il y a par exemple ce qu'on appelle le Change Tracker, qui vous permet, par exemple, lorsque vous créez une application, par exemple au niveau des prix, vous pouvez savoir, à chaque fois qu'on modifie un prix, on va regarder en historique et voir depuis quand, quel était l'historique, l'évolution de la modification de ces prix-là, etc. Il y a des concepts comme lazy loading, eager loading, etc. qui sont assez importants aussi de comprendre. Euh, mais il y a aussi Dapper. Franchement, moi qui me plaît beaucoup, j'aime mieux Dapper que Entity Framework Core parce qu'avec Dapper, vous avez plus ou moins la même mise sur le code qui est généré par rapport à Entity Framework. Entity Framework est très, très facile à utiliser, mais Dapper, il y a une courbe d'apprentissage, mais voilà, il vous permet quand même de créer du code qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus clean que Entity Framework Core. Après, le caching, ça vous permet de mettre en mémoire vos pages ou vos objets. Donc, ça, il est important de comprendre comment ça fonctionne. Il y a le logging. Le logging, ça vous permet de pointer les erreurs ou bien de, de mettre dans un fichier texte, un fichier log, toutes les erreurs ou bien tous les événements ou bien tous les avertissements qui sont générés par votre application. Et donc, il y a par défaut, hein, le Microsoft Extension pour Logging est très, 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 très intéressant. Euh, mais si vous voulez quelque chose d'assez costaud, euh, où vous avez vraiment un besoin spécifique en termes de logging, soit une application qui surveille des choses qui sont assez complexes, alors vous pouvez utiliser Serilog. En termes de tests, une fois que vous avez fini de développer votre application, il faut faire des tests. Alors, vous faites des unit testing. Alors, les tests framework, par défaut, Microsoft a XUnit qui est assez très, très, très intéressant. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a NUnit aussi qui n'est pas mal. Donc, tout ça sont les concepts que vous devez regarder, aller chercher, aller essayer de comprendre un peu plus ou moins de quoi il s'agit. Alors, ici, les tests data, vous avez fini de créer votre application. Vous avez une table des employés, vous voulez mettre au moins une centaine ou bien 1000 ou bien 1 million d'employés dans votre base de données pour pouvoir tester la performance de votre application. Vous allez utiliser soit Bogos ou bien AutoFixture pour pouvoir faire ça. Ici, c'est tout ce qui est monitoring de la performance de votre application. Là, il n'y a pas une photo, une bombe, l'outil qu'il faut apprendre, la librairie qu'il faut apprendre. Après, souvent, vous développez votre application, mais vous devez peut-être donner votre application à quelqu'un et vous n'êtes pas sûr qu'il peut avoir toutes les dépendances parce que vous avez téléchargé pas mal de dépendances, pas mal de librairies et donc, lorsque vous allez donner votre code à quelqu'un, la personne est obligée d'aller télécharger toutes ces dépendances-là sur Internet. Et si la personne n'a pas Internet, c'est encore plus compliqué. Et donc, du coup, vous mettez dans ce qu'on appelle des conteneurs. Docker, c'est le conteneur le plus utilisé. Donc, vous pouvez utiliser Docker pour pouvoir faire ça. Alors, j'ai mis ici intelligence artificielle en blanc. Parce que, bon, si vous n'avez pas un besoin d'apprentissage, d'utilisation de l'intelligence artificielle, bon, ce n'est pas la peine de le faire. Mais si vous devez le faire, il faut regarder au niveau de MLNet qui vous permet de faire de la machine learning et TensorFlow. Mais si vous devez faire de l'intelligence artificielle, je vais vous demander, s'il vous plaît, apprenez Python. Python, le langage préféré pour pouvoir faire tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle,
manipulation de données, data science et tout ça. Ici, j'ai mis boilerplate. Alors, boilerplate, c'est des outils qui vous permettent de développer des applications sans connaître tout ça. Sans connaître tout ce qui est là, sans être en profondeur, tout ça. Mais, j'ai mis ça en rouge, et j'ai même pas mis les noms, parce que vous pouvez utiliser les boilerplates, mais après, vous pouvez avoir des difficultés pour pouvoir faire des mises à jour, etc. Mais donc, je pense que l'année prochaine, en tout cas sur ma chaîne, vous pouvez aller faire les recherches vous-même, mais l'année prochaine, lorsque on aura beaucoup évolué, on va parler des boilerplates. Mais moi, je les utilise déjà, les boilerplates, pour pouvoir créer des applications. Alors, et ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer par mail, par commentaire, si vous êtes intéressé de savoir ce que c'est que les boilerplates. Après, il y a le Continuous Integration Deployment. Vous avez fini de faire votre application et vous installez sur le client. 2 ou 3 mois après, vous avez une nouvelle version de l'application. Vous avez une vingtaine de clients. Mais comment vous faites pour pouvoir envoyer ces mises à jour là chez les clients? Alors, donc, le Continuous Integration Deployment va vous permettre de faire ça. Entre autres, parce que il y a aussi DevOps. Alors, DevOps, c'est des outils qui vous permettent de travailler sur tout le cycle du projet avec les utilisateurs finaux. Alors, je pense que j'ai une vidéo sur ça. Voilà, une image sur ça. Donc, souvent, vous voyez dans les appels d'offres DevOps. DevOps, ça veut dire développeur et puis opérationnel. Alors, tout ce qui est utilisateurs finaux et les développeurs. Il y a eu toujours des conflits entre les développeurs et les utilisateurs. Pourquoi? Les utilisateurs se plaignent que les développeurs ne leur donnent pas ce qu'ils veulent. Les développeurs disent que les opérateurs ne sont pas clairs sur leurs demandes. Alors, donc, DevOps vient résoudre ces problèmes. La première des choses, c'est qu'on va faire une planification. Savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut réaliser, quel est le besoin spécifique. Et ces besoins-là, les développeurs vont les prendre, vont les traduire en code, ils vont exécuter, ils vont faire les tests. Et quand ils finissent de faire les tests, ils vont envoyer ça un peu en release. Quand ils envoient ça en release, automatiquement, ils vont déployer et les opérateurs là, vont les utiliser et ils vont ensemble faire le monitoring avec des outils assez adaptés. Et donc, du coup, il y a une synergie entre les développeurs et les opérateurs et les utilisateurs finaux qu'on appelle généralement les référents. Les outils comme Azure DevOps qui permettent cette collaboration-là en temps réel entre les utilisateurs et les développeurs. Mais aussi, si vous êtes une entreprise, vous pouvez faire du DevOps pour vos clients finaux. Voici ce que je voulais partager avec vous. Il est important de savoir que ça, c'est un peu moi ma conception de ce que je pense sont les connaissances pratiques, les connaissances nécessaires avec les niveaux de priorisation. Mais pour vous, ça peut changer en fonction de votre situation. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait les recenser déjà, toutes ces compétences-là. Soit vous en ajoutez ou vous les enlevez. Et puis, évaluer votre niveau sur toutes ces compétences-là. Et avoir ça en tête. Que, attention, il faut que je regarde au niveau des GITS. Je ne suis pas encore à un niveau de connaissance approfondie, alors que je dois le faire. Donc, voilà. Donc, essayez de faire tout ça
et puis peut-être pourquoi pas d'avoir un calendrier, un planning. Généralement, moi, je pense que un développeur moyen, quelqu'un qui vient d'avoir une licence, en un an et demi, doit pouvoir être sur ce tableau-là. Merci chers accros, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, merci de vous abonner, liker et partager. Ensuite, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour être informé dès que la prochaine vidéo est mise en ligne.